Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo de sociologie électorale. À la fin de cette vidéo, vous devrez savoir expliquer ce qu'est une variable lourde du comportement électoral, notion au programme, en vous appuyant notamment sur le cas de la religion. Deuxième objectif, savoir mettre en évidence ce type de variable à l'aide d'un calcul et d'une interprétation de odds ratio, ce qu'on appelle en bon français un rapport de chance relative. C'est parti! Alors pour étudier le comportement électoral, on va s'appuyer sur un modèle qu'on a l'habitude d'appeler le modèle de Columbia, un modèle qui nous est proposé par trois sociologues, Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson et Hazel Godet, dans un ouvrage qu'il publie en 1944 et qui s'appuie sur l'étude approfondie des élections présidentielles américaines qui ont eu lieu en 1940. Donc, ces élections opposent le candidat républicain Wendell Willkie, qu'on pourrait appeler le candidat de la droite du point de vue français, au candidat démocrate, donc le candidat de la gauche, Franklin Delano Roosevelt, qui était alors en lice pour son troisième mandat. Donc nos trois sociologues se posent une question: de quoi dépend le vote des électeurs? Donc il va s'agir pour nous de savoir en quoi consiste ce modèle, qu'est-ce qu'il prévoit, pour ensuite confronter ces prévisions avec les données statistiques. Lazarsfeld et son équipe ne vont pas travailler sur la totalité du territoire américain, puisqu'ils savent notamment depuis 1936 et la réélection de Roosevelt qu'on peut obtenir des conclusions robustes sur la base de l'étude d'une partie seulement de la population. Donc ils vont se concentrer sur le comté d'Erie, situé dans l'État de l'Ohio. Leur étude va reposer sur des entretiens effectués auprès de 3000 individus. Au sein de ces 3000 individus, ils vont constituer notamment un panel composé de 600 individus avec lesquels ils vont avoir 7 entretiens effectués entre mai et novembre 1940. L'objectif étant de voir si, entre le début et la fin de l'étude, les individus avaient, oui ou non, changé d'opinion politique. De cette étude se dégagent plusieurs conclusions. La première, c'est que les citoyens américains sont globalement peu intéressés par la chose électorale. La deuxième, et c'était ça qui avait motivé au départ l'étude de Lazarsfeld, c'est que les médias ne sont influents que sur les individus les plus motivés par la politique, ce qu'ils appellent les leaders d'opinion, et que ces médias ne contribuent globalement qu'à renforcer les opinions au lieu de les faire changer. C'est ce qu'on appellera la théorie des 2 étages de la communication. Troisième conclusion, c'est celle qui va nous intéresser ici, c'est que les choix électoraux sont fortement corrélés au contexte social des citoyens. Religion, revenus, type d'habitat. C'est ce qu'on va appeler les variables lourdes du comportement électoral. Autrement dit, Lazarsfeld et son équipe vont constater que les individus ayant certaines caractéristiques sociales vont beaucoup plus souvent opter pour un candidat plutôt que pour un autre. Alors comment Lazarsfeld et son équipe vont-ils mettre en évidence l'existence de variables lourdes du comportement électoral? Donc pour ça, ils vont construire ce qu'on appelle un indice de prédisposition électorale. Donc ils vont attribuer une note donc de 1 à 7 en fonction de la probabilité de voter soit pour le candidat républicain, soit pour le candidat démocrate. Donc on attribuera la note 1 à ce qu'on pourrait appeler le républicain pur, c'est-à-dire la catégorie d'individus qui va rassembler une part très très importante de républicains. À l'autre extrême, on va attribuer la note 7 au groupe des démocrates purs, c'est-à-dire ceux dans lesquels on va retrouver une très très grande majorité de démocrates. Deuxième critère de différenciation, Lazarsfeld et son équipe vont classer les individus en fonction de leurs revenus. Donc ils vont constituer 5 groupes, A, B, C+, C-, D, en fonction du niveau de revenu. Donc la note A est attribuée à ceux dont le revenu est très élevé, la note D est attribuée à ceux dont le revenu est très faible. Ils vont bâtir le tableau suivant, qui est le tableau des scores conventionnels de l'indice de prédisposition politique en fonction de 3 critères. Donc ces 3 critères, ce sont la religion,
le revenu, c'est-à-dire ici le niveau économique et social, et le lieu d'habitat rural ou urbain. Et ils vont constater que les républicains purs, c'est-à-dire ceux où on va trouver le plus grand nombre de républicains, vont souvent avoir un niveau économique élevé, donc un revenu plutôt important, vont vivre en milieu rural et vont avoir pour religion la religion protestante. À l'autre extrême, donc le démocrate pur, celui à qui on va attribuer la note 7, vit plutôt en milieu urbain, a la religion catholique et a un niveau de vie relativement plus faible. Lars Asfeld et son équipe se posent ensuite la question suivante. Entre la religion, le revenu et le type d'habitat, quelle variable est la plus lourde? Autrement dit, laquelle permet de prévoir le mieux pour quel candidat les citoyens vont voter? La réponse est claire, c'est la religion. La religion semble être une variable particulièrement lourde du comportement électoral. En effet, que nous montre ce tableau construit par Lars Asfeld et son équipe? Il nous montre que parmi les individus les plus riches, donc les strates A+, et B, 71%, lorsqu'ils sont catholiques, ont voté démocrate. Mais on va faire exactement le même constat, quelle que soit la catégorie sociale. Donc si je prends ici la deuxième catégorie la plus riche, vous voyez que 75% ont voté démocrate lorsqu'ils étaient catholiques. Dans la catégorie C-, 77% ont voté démocrate lorsqu'ils étaient catholiques. Et dans la catégorie la moins favorisée, 86% ont voté démocrate lorsqu'ils étaient catholiques. Donc on voit bien que quelle que soit la catégorie économique et sociale, il y a une proportion beaucoup plus importante de démocrates lorsque l'électeur est catholique que lorsqu'il est protestant. Donc évidemment, l'inverse est vrai. On a d'autant plus de chances de voter républicain lorsqu'on est protestant. Alors pour tester notre modèle, on va s'intéresser aux résultats des élections présidentielles de 2008. On dira que le modèle de Columbia est validé si les catholiques votent beaucoup plus démocrates que les protestants. Donc on va s'intéresser à cette partie du tableau et on va en extraire les données qui vont nous intéresser. Donc déjà on observe que 54% des catholiques ont voté démocrate, 45% des catholiques ont voté républicain, 45% des protestants ont voté démocrate, 54% des protestants ont voté républicain. Donc pour évaluer de manière précise l'écart de vote démocrate entre catholiques et protestants, on va calculer ce que l'on appelle des chances relatives. Donc une chance relative, c'est le odd. Donc on va calculer un premier odd, c'est-à-dire une première chance relative, qui est le coefficient multiplicateur du vote démocrate par rapport au vote républicain parmi les catholiques. Donc on calcule le premier odd, ici, donc 0,54 sur 0,45, on trouve 1,2. Comment interpréter ce 1,2? On va l'interpréter comme ça. Parmi les catholiques, le vote démocrate est 1,2 fois plus élevé que le vote républicain. Autrement dit, cette proportion est 20% plus élevée. On continue en calculant un deuxième odd, une deuxième chance relative, qui va consister cette fois à calculer toujours un coefficient multiplicateur, mais cette fois-ci le coefficient du vote démocrate par rapport au vote républicain parmi les protestants. Donc pareil, on applique, on calcule notre deuxième chance relative, on trouve cette fois-ci 0,83. Donc on va dire que parmi les protestants, le vote démocrate est environ 16,7% plus faible que le vote républicain.
Donc une fois que l'on a nos deux odds, nos deux chances relatives, eh bien on va calculer le rapport des chances relatives, c'est-à-dire le odd ratio. Donc c'est le rapport des odds, c'est ce que je fais ici. Notre odd ratio ici s'élève à 1,44. Ce qui va s'interpréter de cette façon-là. Les catholiques ont 1,44 fois plus de chances de voter démocrate plutôt que républicain que les protestants. Donc, a priori, on a un premier résultat ici qui plaide en faveur du modèle de Columbia. On voit bien que les catholiques votent significativement plus démocrates que les protestants. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le même calcul, donc de suivre le même raisonnement, mais en l'appliquant au cas des citoyens américains qui n'ont pas de religion. Et de vous poser la question suivante: dans quelle mesure ceux qui se déclarent sans religion ont-ils plus de chances de voter démocrate plutôt que républicain par rapport aux protestants? Donc je vous ai mis ici les données dont vous avez besoin et je vous invite à mettre la vidéo en pause pour me proposer un calcul et un résultat à interpréter permettant de répondre à cette question. Voilà, donc j'espère que vous y êtes parvenus. Donc comme tout à l'heure, on calcule un premier odd, qui est le coefficient multiplicateur du vote démocrate par rapport au vote républicain parmi les non-religieux. On va trouver 3,26, ce qui s'interprète en disant que parmi les non-religieux, le vote démocrate est 3,26 fois plus élevé que le vote républicain. Sur le deuxième odd, il n'y a pas de difficulté puisque le calcul avait déjà été fait. Donc on retrouve évidemment la même interprétation. On fait le rapport des odds et on trouve 3,91. Donc ce qui est important évidemment, c'est l'interprétation que l'on va faire. On va dire que les non-religieux ont près de 4 fois, 3,91, près de 4 fois plus de chances de voter démocrate plutôt que républicain que les protestants. Donc on a ici une conclusion qui n'avait pas forcément été anticipée dans le modèle de Columbia, mais qui va dans le sens du modèle de Columbia, c'est que le critère déterminant ici, c'est l'absence de religion. Le fait de se déclarer non religieux augmente considérablement la probabilité de voter démocrate plutôt que républicain par rapport aux protestants. Alors on peut aller plus loin et continuer et suivre exactement le même raisonnement à propos des élections présidentielles, cette fois-ci de 2016, qui avait opposé la candidate démocrate Hillary Clinton au candidat républicain, finalement élu, Donald Trump. Alors ici, je vous ai mis directement le résultat. À charge pour vous, encore une fois, de mettre cette vidéo en pause et de retrouver le calcul, puis l'interprétation permettant de comprendre la signification de ces deux rapports de chance relatives. Alors les prévisions du modèle de Columbia sont-elles vérifiées dans les scrutins de 2008 et de 2016? Clairement, oui. Donc on l'a vu à propos de la religion, les catholiques ont une probabilité significativement plus élevée de voter démocrate plutôt que républicain comparativement aux protestants. C'est encore plus vrai lorsqu'on s'intéresse aux autres religions et encore plus vrai lorsqu'on s'intéresse à ceux qui se déclarent non religieux. Le modèle de Columbia est également validé lorsqu'on regarde l'influence de l'habitat. Donc on voit ici que ceux qui habitent en ville, l'habitat urbain, donc ceux qui habitent en ville, ont beaucoup plus de chances. Donc ici en 2016, ils avaient 3,17 fois plus de chances de voter démocrate plutôt que républicain, comparativement à ceux dont l'habitat est rural. Autrement dit, en résumant, la ville vote significativement plus démocrate que républicain. Ce qu'on observe effectivement sur les cartes, ce vote démocrate est particulièrement fort sur les côtes ouest
côte Est, qui rassemble en réalité les zones les plus riches des États-Unis, avec les villes de New York du côté Est et la Californie du côté Ouest. Si on regarde ce qui se passe maintenant au niveau des revenus, ben là encore, hein, la prévision de Columbia est vérifiée, puisque les plus pauvres, donc ici en 2008, ceux qui gagnaient moins de 15 000 $ par an, avaient 3,04 fois plus de chances de voter démocrate plutôt que républicain, comparé à ceux qui gagnent plus de 100 000 $. Le constat est le même en 2016. Donc on voit bien que le revenu, l'habitat et la religion sont des variables lourdes du comportement électoral. Mais parmi ces variables lourdes, la religion est clairement la variable la plus lourde. C'est celle pour laquelle le calcul des odds ratio fait apparaître les chiffres les plus élevés. Alors ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais on serait néanmoins en droit de se demander comment expliquer que la religion continue d'être une variable lourde du comportement électoral. Je vous renvoie sur cette question à quelques grands classiques de la sociologie, à commencer par l'ouvrage fondateur de Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, ainsi qu'un autre ouvrage qui consacre à la sociologie des religions, et dans une perspective très différente, un autre grand sociologue extrêmement important, Émile Durkheim, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les formes élémentaires de la vie religieuse », dans laquelle il nous démontre que la religion est fondamentalement un phénomène social. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.